Bonjour, bonjour à tous. Avant d'entamer la plénière en elle-même, le mot d'accueil de l'adjointe au maire de Dijon, Nathalie Kanders, on la remercie d'être là. C'est à vous. Bien, on m'entend ? Oui. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous salue toutes et toutes en vos titres et qualités. J'aperçois quelques collègues élus. Un peu plus près du micro, Nathalie. On m'entend pas ? Voilà. Bon. Je disais que j'apercevais dans l'assistance quelques collègues élus, Jérôme Durin, sénateur, également conseiller régional, Denis Hameau, vice-président à la région et collègue à Dijon, il y a Saint-Diouf, donc je vous salue toutes et toutes. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au nom de François Rebsamen, donc maire de Dijon, président de Dijon Métropole, et vous dire que la capitale de la Bourgogne-Franche-Comté est honorée d'accueillir, après les succès rencontrés les années passées, eh bien, un événement qui participe à éclairer les valeurs de créativité, de coopération et de solidarité au cœur de l'économie sociale et solidaire. Alors, de nombreux acteurs de l'économie sociale ont fait le déplacement. Vous êtes très nombreux ce matin et nous vous en remercions. Vous incarnez l'ambition de la France de rendre cette économie plus accessible et plus importante encore. Je connais la richesse et l'intelligence des initiatives que vous portez. Alors c'est vrai que l'économie sociale a cette particularité, ceux qui la font vivre sont eux-mêmes animés par le besoin de s'impliquer toujours plus et de rechercher dans le collectif des façons d'entreprendre différemment. Donner toute sa place à l'économie sociale et solidaire, c'est se donner collectivement les moyens de changer la vie de nos concitoyens en répondant aux besoins sociaux et environnementaux qui s'expriment tous les jours dans nos territoires. Alors, comme l'an passé, vous avez voulu, cher Philippe, je le cherche du regard, mais voilà, il s'est déplacé. Donc, cher Philippe, vous avez voulu poursuivre le débat autour du modèle à construire pour vivre mieux demain dans un monde soutenable, réussir la transition énergétique, accéder à une alimentation saine, une alimentation bonne et juste. Arrêter de gaspiller les ressources, prendre appui sur les territoires et sur les multiples initiatives qui émergent afin de réussir une transition qui doit profiter à tous, un thème auquel vous consacrez ce vendredi une plénière, plusieurs tables rondes, il y aura également des conférences débats et plusieurs ateliers. Alors en ces années d'engagement pour la cause climatique, où tout le monde se demande si nous sommes capables de préserver notre monde, eh bien les territoires se mettent en mouvement. Et c'est vrai que l'exemplarité de la France passe, je le pense, par celle de ses territoires et de leurs forces vives face à l'urgence climatique, face à l'urgence économique et face à l'urgence sociale, face à l'urgence écologique. La transition énergétique et écologique est une chance finalement, une chance de laisser à nos enfants un monde meilleur et une opportunité de vivre mieux dès aujourd'hui. Une chance de créer des emplois, de créer des activités, une chance de réduire nos factures énergétiques pour gagner en compétitivité et en pouvoir d'achat, et une chance de reconquérir la biodiversité sans laquelle nous ne pourrions pas vivre. Alors agir pour la planète, c'est aussi agir pour le bien-être de tous, pour la sécurité et pour la cohésion sociale. Et il y a urgence parce que le monde change et nous devons nous en saisir et nous devons tous être exemplaires. Et je sais quelle volonté il faut pour réussir à faire bouger les lignes, porter des projets innovants, des projets créatifs, comme ceux que nous défendons dans nos territoires. Puisque si nous investissons dans nos territoires, et nous le faisons, eh bien c'est parce que nous assurons des économies d'énergie, notamment dans le bâtiment, dans l'éclairage public, avec notamment le projet On Dijon que suit Denis Hameau. Nous assurons des économies d'énergie au travers des transports, également dans l'industrie, en réduisant le gaspillage. Nous réalisons également le transfert de consommation des énergies fossiles vers des énergies renouvelables, produites localement. Nous valorisons également nos ressources et notre patrimoine naturel. Et nous accompagnons également les habitants et également les entreprises dans leur démarche de transition énergétique, de citoyenneté. Et c'est ainsi que nous créerons l'économie de la croissance verte, en particulier dans les PME et dans les TPE innovantes qui irriguent nos territoires.
Alors la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte place les territoires au cœur de l'action climat, air, énergie. Et notre région Bourgogne-Franche-Comté est très engagée, je pense que tu auras l'occasion de le dire, cher Denis, depuis longtemps sur ces questions, puisque la région souhaite être un territoire à énergie positive d'ici 2050, et c'est-à-dire, comme l'a souligné notre présidente, Marie-Guide Dufay, nous devrons produire plus d'énergie que nous en consommons. Et la présidente de région plaide, tout comme François Rebsamen, pour que les collectivités puissent à nouveau investir dans les énergies renouvelables. Puisque depuis la récente loi sur le climat et l'énergie, eh bien, les communes ont vu leur investissement dans ce domaine plafonné à 5% de leurs dépenses de fonctionnement. Or, on le sait, les collectivités territoriales, et je l'ai rappelé en amont de mon propos, jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, jouent un rôle clé dans la maîtrise des consommations d'énergie, dans la promotion des énergies renouvelables et dans l'amélioration de la qualité de l'air. Et donc, elles ont la responsabilité d'investissements structurants sur le plan énergétique, et notamment sur les bâtiments et les transports. Et à travers leur politique d'urbanisme et d'aménagement, elles organisent la répartition des activités et des lieux d'habitation. À travers leur politique économique, elles déterminent la valorisation du potentiel énergétique du territoire. Et nous montrons à Dijon l'exemple à travers une politique de développement déterminée au regard des enjeux énergétiques. Le déploiement de notre réseau de chaleur urbain sera, c'est bien de le rappeler, bientôt l'un des plus étendus de France et il approvisionnera prochainement plus de 55 000 logements. Et je le rappelle, il est approvisionné à 70% par des énergies renouvelables. Nous avons également réduit de 20% les émissions de gaz à effet de serre et nous avons augmenté de 164% notre production d'énergie renouvelable. Alors maintenant, je voudrais également évoquer le développement d'une agriculture saine et soutenable qui sera abordée lors des conférences débats de cet après-midi et qui est porteuse d'une politique environnementale qui profite à tous. Aujourd'hui, c'est l'avenir de l'alimentation qui doit en effet nous occuper. Comment nourrir les 10 milliards d'êtres humains qui devraient peupler notre planète en 2050 sans dégrader davantage l'environnement? Voilà une équation délicate et un immense défi qui nous attendent dans les décennies qui viennent, alors que plus de 2 milliards d'êtres humains souffrent de malnutrition et que 800 millions de personnes se couchent encore le ventre vide. Alors quel régime alimentaire adopter et quel modèle agricole inventer pour nourrir demain toute la population mondiale? Eh bien à Dijon, alors c'est un peu le colibri à l'échelle du monde, mais nous avons un grand projet intitulé Dijon Alimentation durable 2030. Un nouveau système alimentaire territorial innovant qui nous a permis de candidater dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt TIGA, alors TIGA pour Territoire d'innovation et de grande ambition voulu par le gouvernement. Très peu de villes en France, voire en Europe, se sont lancées dans ce défi que nous voulons relever avec tous les acteurs du système alimentaire du territoire, parce que nous ne sommes pas dans l'opposition rurale et urbain. Nous voulons travailler avec vraiment tous les acteurs de ce système alimentaire, c'est-à-dire les agriculteurs, avec les chercheurs et avec les ingénieurs. Alors concrètement, il s'agit de diversification des productions, cassis, moutarde, verger, truffière, de reconquête du vignoble dijonnais, d'un projet de légumerie, et de la création d'un label Dijon Agroécologie en partenariat avec l'INRA. Et nous allons encourager, nous le faisons déjà, mais nous allons poursuivre cet effort, l'agriculture en circuit court et luttons contre l'étalement urbain pour préserver également les terres agricoles. Et c'est l'objet du PLUI HD que nous avons voté au conseil municipal lundi et qui sera voté au prochain conseil métropolitain. Et j'ajoute qu'il y a peu de collectivités qui ont fait le choix d'investir dans l'acquisition de terres agricoles. Elles représentent chez nous 200 hectares. Et en amont, les systèmes agroécologiques, dont les surfaces augmenteront à l'échelle du territoire, se traduiront par une réduction de l'usage des engrais de synthèse et des pesticides. Alors c'est aujourd'hui 200 personnes qui travaillent au quotidien à la réussite de notre candidature qui a été déposée le 26 avril au nom de nos 50 partenaires, dont la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est notre premier partenaire public dans le cadre du contrat métropolitain.
24 projets innovants répondent à notre ambition qui est large. Elle vise à faire de Dijon Métropole une terre d'excellence dans le domaine de l'agroécologie, du goût, de la nutrition et de la santé. Et bien sûr, notre projet prend appui sur la création de la future Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui sera la vitrine de notre savoir-faire. Alors au final, l'amélioration de la qualité de l'environnement et de l'alimentation induite par l'ensemble de ce projet contribuera à augmenter le bien-être de la population. Les villes représentent 2% de la surface de la Terre, mais accueillent 54% des humains. Et cette donnée doit aider à mieux cerner les enjeux d'agriculture urbaine et périurbaine, car il est essentiel de pouvoir produire de la nourriture au plus près des consommateurs. Et il y va du bien-être social des plus fragiles, de l'égalité des chances assurée à tous et du soutien à l'innovation nécessaire pour inventer un nouvel avenir. La candidature Alimentation durable 2030 participe du bon classement de Dijon dans le concours Capitale verte européenne 2022 et la Commission européenne vient de valider notre candidature et sur les 18 villes retenues, 3 sont françaises, Lyon, Grenoble et Dijon. Et elle nous permet d'envisager d'autres soutiens de l'Europe au titre de l'innovation. Je souhaite conclure ce propos introductif en remerciant chaleureusement Philippe Frémaux, éditorialiste d'Alternative Économie et organisateur des Journées de l'économie autrement. Cet événement, auquel notre municipalité est très attachée, propose encore cette année un panorama des multiples initiatives qui œuvrent en faveur d'une économie sociale et solidaire dont chacune et chacun d'entre nous peuvent être fiers du savoir fortement ancré dans notre beau et grand territoire. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de belles journées. Merci à Nathalie Kanders et encore de nouveau bonjour. Et heureux de vous accueillir ou de vous retrouver parce qu'on suppose que certains d'entre vous étaient déjà là pendant les 3 premières éditions, c'est déjà la 4e. Je ne vais pas vous demander de lever la main si vous étiez déjà là, mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui et on est évidemment ravis. Alors à quoi vont servir ces 3 journées de l'économie autrement ? Vous le savez un peu puisque vous êtes là. Est-ce que vous voulez participer? Est-ce que vous voulez écouter? Peut-être les deux. On sait que notre monde est un peu secoué en ce moment, hein, peut-être plus que d'habitude. Il faut trouver des solutions. On dit qu'il y a des défis à relever. C'est pas simple. Alors il y a la voie politique évidemment, et puis il y a la voie de l'économie autrement, la voie de l'économie sociale et solidaire qui peut vraiment, on va le voir au cours de ces journées, apporter quelque chose de changeant dans l'économie, on va dire traditionnelle. Et donc c'est ce qui va se passer au cours de ces journées avec des débats, des conférences. À quoi ça va servir? À réfléchir et puis à diffuser les idées parce que là, vous êtes nombreux et chacun va parler avec ses amis de ce qui se passe, de ce qu'on peut faire. Et évidemment, ça n'est pas vain. Mais c'est un combat assez long. Ces journées importantes, pour vous, pour la ville, pour la société en général, comme d'autres, elles sont organisées. Je vais le redire parce que c'est important. Nathalie Kanders a cité Philippe Frémaux. Il est là, c'est lui qui a eu évidemment l'idée de ces journées autrement, et il y a mis tout son... C'est pas protocolaire ce que je dis, mais c'est vraiment sincère. Il y a mis toute son intelligence, sa culture et puis son énergie intacte. Voilà. Je propose juste qu'on l'applaudisse. Voilà, il n'aime pas trop ça, mais ça fait du bien quand même. Donc vous êtes là pour l'assemblée plénière d'abord, qui va se dérouler, je vous le rappelle, vous l'avez certainement vu, mais en 3 temps. Une première heure qui comprendra 5 interventions, on va y revenir. Une deuxième heure avec le concret, on l'a vu déjà l'an dernier, la remise des prix du concours régional de l'économie sociale et solidaire avec les gens qui font des choses sur le terrain, qui avancent et qui sont récompensés. Et puis une troisième qui réunira notamment les élus sur le thème des territoires qui mettent en œuvre la transition écologique et solidaire.
Alors, la première intervention, ça va être celle de... on le voit tous les ans avec plaisir. Celle du vice-président de la région, mais surtout celui qui est chargé de l'économie sociale et solidaire. Il est dijonnais depuis 2007, au conseil municipal depuis 2014. Vous avez été président d'une commission de quartier. Voilà, vous êtes quelqu'un qui s'engage sur le terrain, qui veut du concret. Quand on vous demande quelles sont vos priorités, vous dites vouloir faire de l'ESS un levier de développement pour tous les territoires urbains et ruraux. C'est bien. Et vous allez nous dire peut-être comment manœuvrer ce levier. On vous écoute. Allez-y. Oui. Alors je ne sais plus qui disait donnez-moi un levier et je soulèverai le monde. Alors bon, chère Nathalie, merci pour tes mots d'accueil. En tant que première adjointe de cette belle mairie de Dijon. Monsieur le haut-commissaire, merci de nous avoir rejoints. Vous étiez déjà venu il y a 2 ans. On avait échangé d'ailleurs sur le générateur pour accompagner les territoires. Donc on va vous dire où on en est. Parce que ce qui est important, je crois, en politique, c'est de faire de la stratégie. En tout cas, à l'échelle de la région, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais la stratégie pour elle-même n'a aucun sens. Il faut qu'elle atterrisse dans le concret et dans la vie des citoyens. Ça, c'est fondamental. Donc, mesdames, messieurs, les élus municipaux, départementaux, régionaux, chers tous, et même s'il y a parfois de l'élu bashing, il faut savoir... il faudrait faire un vie ma vie de temps en temps avec quelques élus pour que nos concitoyens, les citoyens s'aperçoivent de l'engagement que c'est de se mettre au service du collectif. Mesdames, messieurs les représentants des chambres consulaires, parce qu'on a aussi besoin de vous pour avancer, bien sûr, et mesdames, messieurs les représentants de l'université et du corps enseignant, puisque la vocation de ces journées, c'est aussi pour nous d'essayer d'avoir des échanges, d'essayer le plus possible d'être dans la pédagogie et de faire en sorte que, puisque Nathalie Conners l'a évoqué, on partage un peu plus de sens par rapport à ce qu'on fait et les jeunes au quotidien, par leurs manifestations, nous demandent de plus en plus, et ils ont raison, d'être un peu porteurs de sens. Donc, chers lycéens, mesdames, messieurs, chers amis, cher Philippe, même si je sais que tu vas en souffrir, mais j'en dirai pas plus. Et puis j'ai une pensée aussi pour ma collègue Océane Charret-Godard qui a organisé avec nous cet événement. On y a beaucoup travaillé avec Philippe dans des comités de pilotage et ben, il se trouve que les élus de temps en temps peuvent être malades et donc j'ai une pensée pour elle et j'espère qu'elle va se rétablir. Puisque les élus sont des humains, je le rappelle. Voilà. Je vous parlais donc de stratégie et de concret. Et donc je garde en tête 2 choses. Il y a 1 an, nous clôturions ces journées avec des manifestations de citoyens qui avaient décidé de porter un gilet jaune pour se faire entendre et être visibles. Et ils se sont fait entendre et ils ont été visibles. Et donc nous devons avoir en tête qu'1 an après, il nous appartient de poursuivre les travaux pour apporter des solutions concrètes. La deuxième chose, c'est que dans l'intervalle, des jeunes se sont mobilisés, ont décidé de ne plus aller à l'école et d'aller manifester dans la rue pour nous dire écoutez, là, ce que vous nous promettez, c'est un mur, et nous, franchement, un mur, ça ne nous intéresse pas. Et donc, occupez-vous des transitions, faites quelque chose, parce que tout ça n'est pas sérieux. Et là aussi, ils ont fortement raison. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Au fond, Nathalie l'a brossé vraiment de manière précise. On a l'écologie devant nous, c'est-à-dire qu'en gros, si on ne s'en occupe pas de toutes ces grandes transitions, bah, c'est l'humanité qui disparaîtra. Au fond, c'est pas très grave pour la planète, c'est peut-être plus grave pour nous. Donc, à nous de faire quelque chose. On a le social, les gilets jaunes, mais c'est aussi toutes les discontinuités qui existent aujourd'hui, puisqu'au fond... on avait un modèle assez stable avant et aujourd'hui ce modèle est plutôt avec des ruptures dans le travail, des ruptures dans ce qu'est la famille. Il y a de plus en plus de femmes seules avec des enfants et toutes ces ruptures-là, les politiques publiques telles qu'elles ont été pensées n'y répondent plus. Et donc il est nécessaire, à mon sens, non seulement qu'on réfléchisse mais qu'on agisse.
Et puis enfin, il y a la question du développement durable, et l'économie sociale et solidaire est le parfait modèle, d'une certaine manière, en tout cas dans sa pensée, dans l'action. Parfois, il peut y avoir là aussi des choses qui peuvent être corrigées. Mais l'économie sociale et solidaire, elle est dans une finance soutenable, et la finance ne reste qu'un moyen pour des activités. Et l'économie sociale et solidaire, elle est ancrée dans les territoires, donc elle n'est pas hors sol. Et donc dans un territoire, vous vous y retrouvez tout ce qui fait, au fond, pourquoi on aime un territoire, c'est parce qu'il y a une rivière, c'est parce qu'il y a des vieilles pierres auxquelles on est attaché, et c'est parce qu'il y a des gens avec lesquels on aime partager des choses. Voilà, donc j'essaie de dire les choses simplement. Alors j'en viens en tant que vice-président à l'économie sociale et solidaire, au fond, on essaie de faire en sorte, encore une fois, que la stratégie et le concret soient ensemble et qu'elles soient vraiment au cœur des territoires. C'est d'abord des habitants donc, qui s'en saisissent, et nous on est très contents. Donc on va remettre des prix, mais ces prix, c'est avec Francis et tous les membres du jury, on a regardé une 50aine de projets qui étaient tous aussi formidables les uns que les autres. À un moment, il faut choisir. Et donc vous verrez, il y a des choses vraiment étonnantes et très intéressantes et vraiment enthousiasmantes. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que la puissance publique, la région, avec les autres acteurs du territoire, essaye de s'adapter aux initiatives et agir avec responsabilité. C'est-à-dire ne plus être dans quelque chose de descendant, mais plutôt dans l'écoute et dans l'accompagnement de ce qui se fait sur le terrain pour lui donner plus de puissance et plus d'ampleur, si on peut. Quand il n'y a pas besoin de nous, tout va bien, on laisse faire les acteurs et on est plus là pour faciliter les choses. Un sujet sur lequel on a beaucoup investi, pour être concret, c'est la question des emplois, qu'on a beaucoup aidé, notamment autour des questions de vieillissement. Nous avons un territoire qui est urbain et très rural, et on a, partout dans le pays d'ailleurs, hein, nous ne sommes ici que la région, mais on a cet enjeu-là, et avec là aussi 2,6 millions chaque année que nous dépensons, alors que ce n'est pas dans nos compétences, mais c'est un choix politique, pour accompagner 225 associations dans l'aide à domicile des personnes âgées les plus fragiles. Et je ne suis pas sûr que ce soit comme ça dans toutes les régions. Et sachant que c'est une compétence évidemment du département, mais que vous le savez, le département ayant des finances limitées, on va à un moment donné se retrouver là aussi face à un mur. Nous essayons, nous, d'apporter notre pierre à l'édifice, mais sur ce sujet-là, je pense que c'est un sujet majeur pour notre pays. La région s'adapte aux réalités des territoires aussi avec le générateur. Le générateur, c'est un dispositif auquel on a pensé la première année du mandat, avec l'ensemble des acteurs du territoire, parce qu'on s'était aperçu, la Franche-Comté avait, avant la fusion de la région, travaillé sur l'émergence. Elle avait une belle méthodologie qui nous permettait d'accompagner des projets et de les faire émerger. Simplement, après, il y avait besoin d'autres acteurs pour accompagner à chaque moment de l'évolution du projet. Après l'émergence, il y a la constitution du groupe projet, il y a qui va être le porteur, il y a quel va être le modèle financier, est-ce que c'est associatif, est-ce que c'est entreprise, est-ce que c'est une activité, est-ce que le porteur est suffisamment formé, et puis comment on l'accompagne, comment on passe de l'idée au projet et du projet à l'activité, c'est-à-dire soit une entreprise, soit une association, et comment on fait vivre tout ça en lien avec le territoire et l'ensemble des acteurs. Donc vous voyez, c'était ça un peu la question. Chacun va un bout de la solution dans tous les 8 départements, et donc on a mis dans la même pièce tous ceux qui avaient un bout de la solution, et ensemble on a créé le générateur qui aujourd'hui permet d'accompagner un certain nombre de territoires. Mais il ne suffit pas d'avoir l'idée, il a fallu se battre avec mon collègue conseiller délégué Francis Cotet, qui a la mission forte sur l'innovation sociale, les épiceries solidaires, les banques alimentaires, et donc le rallye d'innovation sociale hein, qu'on a fait la semaine dernière. On s'est battu aussi pour obtenir des budgets dans un contexte de contraintes budgétaires très fortes. Et donc nous avons eu, un budget complémentaire parce qu'on considérait que, au regard de la précédente campagne électorale des régionales, au regard du score du Front National qui est invraisemblable, au regard du fait que ces personnes sont 24 sur 100 au Conseil régional, au regard de ce que nous avons entendu de la part des citoyens qui nous disaient « nous sommes abandonnés, il n'y a plus de services publics, nous n'avons pas de mobilité, nous payons pour des choses, aujourd'hui nous n'avons plus rien », c'est en synthèse. Au regard de tout ça, nous nous sommes dit
Pourtant, il y a des projets, pourtant, il y a des gens. On a eu plus de 50 dans le concours régional et on ne les a pas tous sélectionnés. Pourtant, il y a toute cette énergie, il y a toute cette intelligence collective, et pourquoi on ne l'accompagne pas? Et donc, nous avons bâti ce dispositif pour les accompagner. Nous avons, la première année, moi, sur mon propre budget, je ne me suis pas fait que des copains, j'ai récupéré 200 000 €. Je les ai pris ailleurs, voilà. Mais c'est un choix politique. La deuxième année, ce budget est passé à 400 000, on a été abondé de 200 000 €. Donc, et depuis, nous sommes à 600 000. Voilà. Donc, ça veut dire que sur le mandat, nous aurons dépensé plus de 2,6 millions € pour accompagner, nous l'espérons, le plus possible de territoires. Une centaine de territoires au sens intercommunal du terme, aujourd'hui, n'ont pas d'ingénierie, n'ont pas la capacité, c'est pas qu'ils n'ont pas l'envie, mais ils n'ont pas la capacité, c'est à nous de le faire. Voilà ce que je voulais vous dire sur le générateur. Ensuite, pour nous, la transition écologique dont a parlé Nathalie Quenders, elle est d'abord citoyenne. On ne va pas faire la transition écologique par les experts, on ne va pas la faire par les élus, on va la faire avec les citoyens, c'est fondamental. On a aussi la culture. La culture, pour nous, c'est un sujet très important parce que, vous voyez, ici à Dijon, tous les musées sont gratuits. Même le magnifique musée des Beaux-Arts qu'on a rénové avec plusieurs dizaines de millions d'euros, il est gratuit. Il est gratuit parce que nous considérons que c'est un choix politique et que c'est un élément essentiel si on veut, comme on dit, comme disent les jeunes, ouvrir les chakras et surtout permettre à chacun de s'élever en humanité. Donc c'est quelque chose de très important. Donc la région, là aussi, travaille sur ce volet culturel parce que nous considérons que c'est un élément d'un vieux mot que j'aime beaucoup, la fraternité. Le troisième sujet, c'est les mobilités. Donc sur les mobilités, là aussi, on a toujours des choix. Soit on considère qu'il y a des petites lignes, et donc nous sommes dans une logique budgétaire et comptable. Ça veut dire qu'on demande à la SNCF tout et son contraire, d'être rentable, par exemple, quand 50 milliards d'euros d'investissement n'ont pas été faits depuis 50 ans sur les infrastructures. Donc, est-ce qu'on peut demander sérieusement à une entreprise de cette taille, avec les enjeux qu'on a aujourd'hui, d'être rentable? On peut lui demander d'être à l'équilibre, on peut lui demander de faire des efforts, mais avec moins 50 milliards au départ, je crois que c'est pas sérieux. La deuxième chose, c'est lorsqu'il y a un blablacar privé qui est possible, pourquoi il n'y a pas de blablacar public? C'est-à-dire qu'avant d'augmenter peut-être les taxes différentes et avant de faire un certain nombre de décisions qui vont toucher les gens dans leur quotidien, je crois qu'il faut toujours amener des alternatives. C'est ce que nous essayons de faire sur la mobilité avec mon collègue vice-président Michel Neugnot, qui est un grand Manitou de la mobilité, et qui vraiment est à la fois engagé et fait un travail considérable. Et nous essayons, nous, l'économie sociale et solidaire, avec des plateformes, là aussi, d'amener un certain nombre d'éléments, de solutions concrètes. On fait des garages solidaires, par exemple, pour des gens qui n'ont pas les moyens. Eh ben, il y a ceux qui peuvent payer et ça contribue pour ceux qui ne peuvent pas payer. On récupère des épaves parce que des assurances avec lesquelles on a fait des partenariats nous les donnent et puis on répare la voiture et on la vend le moins cher possible à quelqu'un qui aura besoin de se déplacer. Voilà, c'est concret, encore une fois, la stratégie de la mobilité, ce n'est pas que des grands discours. Enfin, si on travaille à la mobilité, c'est parce qu'on veut faire un pont vers l'emploi, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, un certain nombre d'emplois sont possibles, mais que pour les prendre, il faut se déplacer et que c'est un sujet très important. Pour finir, on travaille aussi sur les circuits courts alimentaires, on travaille aussi sur la transition énergétique. Donc voilà, vous voyez, tous ces débats qu'on va avoir avec vous pendant ces 2 jours sont pour nous très importants. Il paraît que nous sommes à l'ère de l'économie de la connaissance, donc s'il vous plaît, aidez-nous par votre intelligence collective. Je vous remercie. Merci à Denis Hameau, vice-président du Conseil régional chargé de l'économie sociale et solidaire. Vous avez remarqué que Denis a cité des chiffres, hein, on le sait, l'argent c'est souvent le nerf de la guerre, pas toujours, mais... Donc voici quelqu'un d'important qui s'appelle Antoine Bréard et qui est directeur régional de la Banque des Territoires. Bonjour Monsieur Bréard, vous allez nous dire comment vous considérez votre rôle en général et le développement durable dans les investissements. Bien, merci. Tout d'abord, je souhaiterais, Monsieur le Haut-Commissaire, Madame la Première Adjointe au maire de Dijon, Monsieur le Vice-président de la région, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je souhaite m'associer
au concert de félicitations donc en direction de Philippe Frémaux, et de faire que il a déjà réussi à ce que ce rendez-vous soit inscrit désormais dans la durée, dans le paysage, et finalement c'est peut-être que désormais, tout comme il y a les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, donc il y aura désormais les journées de l'économie autrement, donc à Dijon en novembre. À Aix, c'est en juillet. Et la Banque des Territoires, donc l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, s'honore d'y contribuer donc depuis l'origine. Alors je souhaite tout d'abord rappeler, dans mon intervention qui sera courte, je rassure l'animateur de cette séquence, de rappeler l'ambition de la Banque des Territoires qui est de faire émerger des territoires plus attractifs, plus durables, plus inclusifs, plus connectés. Et je souhaite rappeler également que la Banque des Territoires, mais plus largement le groupe de la Caisse des dépôts, inscrit son développement et son action donc dans les 17 objectifs de développement des Nations Unies, les 17 ODD comme on dit, et c'est dans ce cadre que notre soutien à l'économie sociale et solidaire prend tout son sens. Alors, traditionnellement, je pense qu'il y a des étudiants ici en économie, donc traditionnellement les financiers, donc dont nous sommes, il faut le dire, même si nous sommes des financiers un peu particuliers, les financiers évaluent leurs investissements, l'opportunité finalement de faire des investissements selon ce qu'on appelle un couple rendement-risque. C'est-à-dire que plus le risque est élevé, plus le rendement doit être élevé. Et avec l'économie sociale et solidaire, nous avons commencé à prendre en compte en fait un troisième élément, donc on ajoute au couple, c'est plus un couple, c'est un trio maintenant, puisque on fait entrer en compte la dimension, enfin l'impact des investissements. Et donc l'impact notamment social et environnemental, et nous avons développé pour ça un outil avec des partenaires comme BNPP et INCO, un outil qui s'appelle BESIS. Et désormais, ce sont tous nos investissements à la Banque des Territoires donc, que nous souhaitons soumettre à ce triptyque, rendement, risque, impact donc, et intégrer ce que notre directeur général appelle le TRI républicain. TRI, c'est taux de rendement interne, pour ceux qui ne seraient pas familiers de ces notions. Et donc cette notion de TRI républicain qui est d'ailleurs redoutablement difficile à évaluer, puisqu'il nous faut évaluer d'autres dimensions, c'est très complexe, d'autres dimensions que le strict retour financier sur nos investissements. Alors dans le domaine de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, donc notre intervention est guidée par les quelques orientations ou verbes que je vais décliner maintenant. Tout d'abord, orienter les porteurs de projets qui sont nombreux dans les territoires, et en finançant, la Banque des Territoires donc finance nombre d'acteurs de l'écosystème, comme on dit, de l'économie sociale et solidaire, comme French Impact, la Vise, la plateforme, enfin le hub de l'ESS, donc dont le principal mérite et rôle est d'orienter les acteurs, donc les porteurs de projets. La deuxième orientation, le deuxième verbe que je retiens, c'est accompagner, faire grandir. Et pour ça, donc, nous soutenons avec la région d'ailleurs, avec l'État, des dispositifs qui s'appellent les DLA, dispositifs locaux d'accompagnement, avec la CRES également au niveau régional, et qui permet d'accompagner notamment les acteurs de l'économie sociale et solidaire donc dans leur développement, et leur permettre également de développer leur activité ou de grandir. Le troisième axe, verbe, faire émerger, innover. Alors, Denis Hameau a parlé du dispositif Émergence, à l'origine de France Active Franche-Comté. Il y a désormais le générateur Bourgogne-Franche-Comté, et les démarches, je cite cet exemple, start-up de territoire, par exemple, dans le Jura, que nous soutenons financièrement. Et puis, un autre verbe, un autre axe de développement pour nous qui est l'investissement, puisque nous sommes
aussi, bien sûr, des financiers. Et donc, notre investissement va se faire à 2 niveaux, en fait, dans des fonds qui investissent eux-mêmes dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je citerai le fonds Noves, par exemple. Et puis, donc, l'investissement direct dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, quel que soit leur statut. Donc, je vais essayer de balayer quelques domaines dans lesquels ces entreprises, dans lesquels nous investissons, hein, dans des entreprises de l'ESS, très rapidement. Ces secteurs couvrent désormais la quasi-totalité, en fait, hein, l'économie sociale et solidaire. Ce qui n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. L'économie sociale et solidaire couvre en fait la quasi-totalité du champ de l'économie aujourd'hui. Hein, c'est un peu ce qu'on voit au travers de nos investissements. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de domaines qui ont été cités, notamment par les deux élus qui m'ont précédé à cette tribune. Donc, pour nous investissons donc dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire, dans ces domaines. Je citerai par exemple la production d'énergie renouvelable. C'est un sujet qui est de plus en plus adressé, comme on dit en franglais, par les acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec un dispositif que nous avons mis en place qui s'appelle Énercité, qui a pour objectif, avec des partenaires comme l'ADEME, de financer des développeurs de projets, parce que vous savez que souvent les développeurs de projets sont un peu hors sol, hein, et proposent des projets aux élus avec des investisseurs qui sont pas, enfin voilà, les citoyens ne sont pas vraiment impliqués dans ces projets. Donc Énercité a cette ambition de relier les projets de production d'énergie renouvelable donc au territoire. La formation tout au long de la vie, donc avec un deuxième domaine d'intervention, d'investissement, avec, par exemple, je cite un exemple qui concerne aussi la région, le partenariat que nous avons noué avec les écoles de production, qui a pour objectif de former des jeunes qui n'ont aucune formation, qui sont sortis sans formation du système scolaire, mais qui ont des compétences, qui sont des compétences disponibles et volontaires pour travailler, par exemple, dans l'industrie. Donc, nous finançons, par exemple, l'école de production de Châlons-sur-Saône, en lien avec le programme Territoire d'industrie, d'ailleurs, voilà. L'inclusion numérique, qui est un sujet important, et nous soutenons donc financièrement un certain nombre de hubs territoriaux, dont ici le GIE IBOI Bourgogne-Franche-Comté, ou Territoire numérique Bourgogne-Franche-Comté, ex-Bourgogne. Donc l'inclusion numérique, sujet important, où là aussi beaucoup d'acteurs de l'ESS travaillent, donc y compris avec des solutions mobiles par exemple, pour toucher les gens là où ils habitent. Le développement économique des territoires, avec le soutien que nous avons apporté à la première vague d'expérimentation territoire zéro chômeur, et nous sommes dans l'attente je crois que les choses bougent en ce moment, nous sommes en attente donc de l'éventuelle extension de ce dispositif. La mobilité, ce sont des sujets qui ont été évoqués là encore par les élus, comme quoi ce sont des préoccupations des territoires. Le vieillissement, où nous avons investi également dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire, Trois Colonnes, Eternis, etc., etc. Et des sujets nouveaux, l'alimentation, Nathalie Konders en a parlé abondamment. Nous avons investi il y a quelques années dans Terre de Liens, qui a pour objectif de racheter, de mettre à disposition des terres à des agriculteurs donc en agroécologie, et les plans alimentaires territoriaux également, qui mobilisent de plus en plus de collectivités, donc à une échelle différente de celle qui est envisagée ici à Dijon, avec le projet Alimentation durable 2030, territoire d'innovation. Mais beaucoup de territoires ont des programmes, des plans alimentaires territoriaux qui impliquent, dans la quasi-totalité des cas, des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui parfois ont besoin naturellement d'être financés. Et nous avons financé une première opération, par exemple, sur le plateau de Saclay en région parisienne. Voici, mesdames et messieurs, en quelques mots, à la fois comment la Banque des Territoires compte poursuivre son action dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et entend bien sûr être au rendez-vous de l'économie autrement. Merci de votre attention.
Voilà, merci Antoine Bréard. Autre figure de l'économie sociale et solidaire qu'on a plaisir à retrouver aujourd'hui, elle aussi était une habituée, c'est Marie-Martine Lips. Marie-Martine Lips, très investie depuis de nombreuses années dans le monde associatif, en particulier breton, nul n'est parfait, très attachée à l'éducation, au développement des entreprises, à celui de l'emploi durable également. Vous êtes ici avant tout en tant que présidente du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, et vous allez surtout nous parler de l'importance du territoire. Oui, évidemment. Alors tout d'abord, c'est toujours un plaisir de se retrouver ici. Pour nous, c'est la fin d'un marathon, hein, les Journées de l'économie autrement, c'est la fin du mois de l'économie sociale et solidaire qui dure tout le mois de novembre, donc on est sur le pont depuis le début du mois. C'est d'ailleurs quelque chose d'extrêmement intéressant parce que pendant tout ce mois de l'économie sociale et solidaire, on s'attache à mettre en valeur ce que font les acteurs au quotidien sur l'ensemble des territoires. Et c'est souvent matérialisé par des prix, ce que nous allons remettre, ce que la région va remettre tout à l'heure. Nous, CNCRES, nous remettons le prix coup de cœur des internautes demain soir. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous avons une petite plaquette qui est à disposition avec tous les prix de nos régions CRES et les prix nationaux. Ça vous permet de voir que sur ces questions qui ont été largement abordées et par Madame Kanders et par Denis Hameau, au quotidien, les acteurs de l'ESF savent apporter des réponses et c'est important pendant tout ce mois de permettre à chacun de s'en saisir et de le comprendre. Du coup, c'est d'autant plus intéressant de conclure le mois sur ces journées de l'économie autrement, parce qu'après avoir bien vu ce que chacun faisait, c'est bien de prendre le temps de se poser et de pouvoir réfléchir à et on en fait quoi derrière et comment est-ce qu'on donne de l'ampleur à tout ça. Donc je pense que c'est extrêmement intéressant d'avoir cette façon de faire qui dure tout le mois de l'ESS et qui se conclut ici. On m'avait dit aussi de dire un petit peu c'est quoi les défis auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés en tant qu'économie sociale et solidaire. Je pense qu'il y en a surtout trois principaux. L'un qui est la transversalité. Notamment par rapport aux politiques publiques. C'est vrai que c'est pas, monsieur le haut-commissaire, que je dirais que c'est super d'avoir des politiques publiques ESS, mais qu'on passe notre temps à aller repérer comment on met de l'ESS dans les autres. Et que c'est extrêmement compliqué et qu'on a vraiment besoin d'avoir cette cohérence, ce réflexe, je dirais un petit peu, de dire... quelle que soit la politique, sortons du silo. Quand on a un exemple, parce que ça fait ricochet systématiquement, on a un exemple qui est plutôt négatif, qui est celui des emplois aidés, où dès le départ on avait dit attention, ça risque d'avoir un effet sur l'emploi, ce qui a été le cas, on a un fléchissement de l'emploi associatif, mais par ricochet, ça a touché aussi beaucoup d'associations et ce qu'elles faisaient sur les territoires. Et donc on sent bien qu'il faut qu'on arrive à ne pas rester avec des indicateurs juste sur un silo, mais à ouvrir en se disant c'est quoi ce que ça peut produire par ailleurs, en négatif ou en positif. Et quand je dis ricochet, il y a des ricochets très positifs aussi, bien évidemment. Ça, c'est vraiment cette transversalité qui permet de travailler, de donner de la viabilité sur le long terme. Je crois que c'est un des premiers points sur lesquels il faut que, collectivement, on soit attentif et qu'on essaye de faire évoluer les choses. Le deuxième, bien, Alain Passerelle le disait, c'est le niveau territorial, parce qu'on sent bien que c'est à ce niveau que se joue essentiellement ce que l'économie sociale et solidaire peut apporter pour répondre aux aspirations, aux besoins des territoires. Ça a largement été dit par mes prédécesseurs. C'est vrai que tout ce qui est transition écologique, tout ce qui est lien social, service aux familles, développement d'une agriculture et d'une alimentation saine, toutes ces particularités-là qui sont vraiment ancrées dans les territoires, l'ESS a des atouts, certains pour y répondre, et donc il faut bien qu'on réinvestisse collectivement ce niveau-là. On voit bien, on arrive à une période élective pour les municipales, le niveau de la commune et de l'intercommunalité est extrêmement important pour développer des actions ESS. Donc vraiment, ça c'est un des défis. Il y en a un autre, le troisième, qui est la transition écologique.
On voit bien que c'est ce qui va nous occuper de plus en plus et que sur cette transition écologique, l'ESS a des atouts. Par contre, et ce n'est pas qu'un enjeu écologique, c'est un enjeu de lien social, c'est un enjeu démocratique. Donc on voit bien que ça fait partie des défis auxquels nous sommes confrontés et qu'il va bien falloir s'approprier. Là aussi, en étant attentif, parce qu'on arrive quelquefois à avoir des arbitrages qui nous étonnent sur la loi économie circulaire. On avait réussi avec le Sénat à mettre le fonds réemploi, pof, en commission éco, il a sauté, mais on sait aussi qu'on a des députés de tous bords qui essayent de le remettre et qui mettent des contre-amendements. Donc on voit bien aussi que si on est attentif et si on s'empare des choses, on trouve des relais. Mais ça veut dire que c'est une fonction de veille permanente. Donc là, vraiment, un domaine dans lequel nous avons collectivement beaucoup de choses à faire. Il y a là, j'avais dit 3, il y en a un 4e, mais je ne vais pas trop en parler, c'est ESS versus entreprise engagée. Ça va être un des grands thèmes qui va être abordé aujourd'hui, donc je ne vais pas m'y mettre. La seule chose que je dirais, c'est que pour coopérer, il faut être sûr de son identité. Donc en tant qu'ESS, on a des choses à faire dans ce domaine. Quand on dit territoire, transition écologique, on se dit oui d'accord, et comment on fait pratiquement? Et c'est là le rôle des CRES, qui est un rôle extrêmement complexe. Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, nous avons un rôle qui est complexe parce que nous sommes en fait une interface, un moyen de mise en relation pour travailler à la fois avec l'État, avec les collectivités territoriales, quel que soit leur niveau de collectivité. Évidemment, les régions, a priori, puisque sur le développement économique, il y a l'obligation de la stratégie régionale d'économie sociale et solidaire. Donc on travaille énormément avec les régions. Je parlais de Ricochet tout à l'heure, qui dit travailler avec les régions, dit aussi travailler avec les EPCI, puisque les régions contractualisent avec les EPCI. On continue à travailler avec les départements parce que l'économie sociale et solidaire, c'est un moyen de lien social, c'est aussi un partenaire impératif des départements sur tout ce qui est en direction des publics les plus fragiles et de l'équité entre les territoires. Il y a tout ce rôle-là, mais il y a aussi tout le rôle très important de structuration de filières. Et celui-là, on l'occupait relativement peu, mais je pense qu'on va l'occuper de plus en plus. On parlait de transition écologique tout à l'heure. Les acteurs sont souvent un petit peu éparpillés, pas obligatoirement organisés face aux grands groupes. Là-dessus, on a un rôle important d'accompagner pour que les acteurs ensemble soient en capacité de s'imposer dans ces domaines-là et de pouvoir s'en servir pour développer l'économie sociale et solidaire. C'est un des vecteurs de développement, je pense, de développement d'activité, de développement d'emploi. Et du coup, étant donné ce qu'est l'économie sociale et solidaire qui redistribue, qui réinjecte dans le développement durable de son territoire, ça ne peut être qu'un effet intéressant et vertueux, si j'ose dire, même si on essaye de ne pas trop parler de vertu. Voilà. Et puis, l'autre rôle des CRES, c'est aussi d'aider, d'accompagner, d'animer les acteurs, de leur permettre d'accéder à des dispositifs, de s'assurer que les dispositifs qui sont mis en place peuvent leur être utiles et ne pas les oublier sur le bord du chemin. Donc voilà, c'est vraiment un rôle qui est complexe, qui est à réinventer au quotidien et qui nous demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Une autre chose aussi, c'est, je disais, l'économie sociale et solidaire permet un développement durable, puisqu'elle a dans son ADN les 3 piliers du développement durable. L'économique, le social, elle l'a toujours eu. L'économique et social, elle a toujours su mailler les autres. Et de plus en plus, on le voit, et on le voit au travers des prix qu'on remet, de ce que font les acteurs, l'environnement est maintenant totalement présent dans ces actions. Voilà, donc j'avais promis de ne pas être trop longue, donc je vais m'arrêter rapidement en disant que l'enjeu principal qui est le nôtre aujourd'hui, pour pouvoir développer durablement nos territoires, c'est d'apprendre à travailler ensemble, c'est de se respecter, de se connaître et de se comprendre et d'avancer à mettre en place au service de nos concitoyennes, nos concitoyennes, de les impliquer dans les réponses à leurs besoins et à leurs aspirations, de façon à ce que, ensemble, on puisse avancer intelligemment et qu'on amène une autre façon de faire société. Merci. Merci à Marie Martin Lips. Alors,
voilà, on peut dire de lui sans être désobligeant qu'il est un vieil acteur de l'économie sociale et solidaire, aussi de l'économie autrement, à l'époque où on n'appelait pas ça comme ça, mais peu importe. Alors on pourrait retenir notamment de votre parcours Hugues Sibylle, votre nomination en 98 en tant que délégué interministériel à l'économie sociale, en 2002 la création de l'agence de valorisation des initiatives socio-économiques. Pour vous, économie et sociale sont évidemment deux secteurs indissociables. Vous êtes ici en tant que président du laboratoire, surtout en tant que président du laboratoire de l'économie sociale et solidaire et de la fondation du Crédit Coopératif. On va écouter votre verve et votre enthousiasme, comme d'habitude, avec plaisir depuis 4 ans. Quelques pistes peut-être pour la transition dans votre exposé ici à Dijon. Merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire, cher Christophe, Mesdames et Messieurs les élus et Mesdames, Messieurs. Pas facile cette succession au pupitre les uns derrière les autres. Peut-être que l'année prochaine, il faudra avoir une approche peut-être un petit peu plus de table ronde. Mais enfin, je vais apporter ma pierre quand même à l'édifice en vous disant d'abord, comme mes prédécesseurs, que je suis très heureux d'être là pour la 4e année dans ce que je considère qui devient maintenant l'espèce d'entretien de Bichat de l'économie autrement. Et puis j'envoie à Philippe, après d'autres, mais là, en tant qu'ami de près de 40 ans, une grande poignée de main et vraiment des félicitations pour son courage extraordinaire, et c'est lui l'âme de ces 2 journées. Merci beaucoup, Philippe. Alors, moi ce que je voudrais vous dire, d'abord, mesdames, messieurs, c'est que si on regarde depuis l'an dernier, les signaux inquiétants de l'économie telle qu'elle va ne faiblissent pas, c'est une litote. Les risques d'une nouvelle crise financière, et en tant qu'ancien banquier du Crédit Coopératif, on regarde ces choses-là, sont toujours présents. Le rapport du GIEC, vous l'avez peut-être vu, de septembre 2019, sur les océans fait froid dans le dos. La submersion dans ce siècle de New York, Tokyo ou Amsterdam devient possible, et l'ONU nous parle de plusieurs centaines de millions de réfugiés climatiques en 2050, c'est-à-dire demain. Les menaces sur l'état de droit, la séparation des pouvoirs, les libertés fondamentales des démocraties européennes ne diminuent pas. Chaque élection le démontre. Ainsi, l'heure des JEA 2019 est donc sans doute un peu plus grave que celle des JEA 2018 et doit nous inciter à faire en sorte que l'économie autrement ne reste pas un supplément d'âme pour militants alternatifs ou économistes atterrés, mais devienne une question centrale du débat public et même une nouvelle norme, comme le suggérait Nicolas Hulot. Si l'économie autrement doit être d'une lucidité sans faille sur la gravité des risques et des menaces, elle a aussi besoin d'espérance pour agir et ne saurait, selon moi, s'inscrire ou se limiter à la collapsologie. Car depuis les dernières journées de l'économie autrement, ceux qui résistent, qui expérimentent, qui innovent, qui entreprennent, bref, qui inventent demain avec optimisme et détermination, sont sans cesse plus nombreux et imaginatifs sur les territoires. Nous savons très bien ce à quoi veut résister l'économie autrement. L'ébriété énergétique, les inégalités indécentes, l'opacité des décisions. Nous savons ce qu'expérimente l'économie autrement. La finance solidaire, les énergies renouvelables, citoyennes, les nouvelles formes d'emploi, l'alimentation durable. Tout ça a déjà été évoqué à cette tribune. Mais nos résistances et expérimentations restent cruellement dispersées et arrêtées par un plafond de verre. Comment faire pour que la somme de ces innovations fasse système et permette la transition vers un nouveau modèle? That is the question. Il s'agit donc pendant ces 2 jours de savoir comment penser et co-construire un modèle de post-croissance sobre, circulaire, qualitative, résiliente, évitant d'un côté la régression sociale du repli sur une économie de cueillette et de l'autre la fuite en avant d'une économie spéculative à haut risque, financier, social et surtout écologique. Mais face à ce tel challenge, nous devons aussi admettre notre propre désorientation et nous méfier des potions magiques. Répondre à la question de cette post-croissance implique de revoir nos méthodes, je vais y venir, mais aussi de s'y retrouver dans une avalanche de concepts tels que économie autrement, économie à impact, économie positive, économie de la fonctionnalité, économie collaborative, économie des communs. Pendant ce temps, l'économie capitaliste financiarisée poursuit sa route avec une devise Shadok inversée. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Pour ma part, je constate que l'ESS a en France une histoire, une loi, un patrimoine politique et juridique, des moyens d'agir, et je lui reste fidèle dans une vision d'économie sociale sans rivage.
La Fondation Crédit Coopératif est entièrement dédiée à cette économie sociale sans rivage. Je soumets à votre réflexion 4 pistes rapides de méthode. D'abord, me semble-t-il, nous devrions faire un difficile travail collectif de déconstruction de nos schémas et de nos représentations des fondamentaux de la croissance des 30 glorieuses et d'une certaine vision économique de la création de valeur. Ça n'est pas encore fait de mon point de vue. Et le mensuel Alternative économique a du pain sur la planche pour expliquer cette déconstruction. L'arrêt du projet d'Europa City ou la fin du Black Friday sont ou seraient des cas pédagogiques inspirants de la déconstruction de l'hyperconsumérisme dans lequel nous sommes. Ensuite, deuxièmement, je crois que nous devrions travailler autrement les articulations entre microéconomie, mezzoéconomie et macroéconomie. Le micro, c'est l'entreprise, la coopérative, l'association locale. Le mezzo, c'est le territoire ou la filière. Et le macro, c'est l'économie France ou monde. Ma conviction personnelle est que les marges de progression les plus immédiates et fortes dans l'économie autrement se situent dans l'articulation entre le micro et le mezzo pour inventer de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux écosystèmes de production, de consommation, de distribution et d'épargne. Par exemple, ça a été cité tout à l'heure, inventer une mobilité équitable et durable se joue largement dans une offre de territoire ou de filière. 2 coopératives, Mobicop et City, se rapprochent pour proposer des offres cohérentes de covoiturage et d'autopartage sur les territoires. C'est bien, mais il faut aller plus loin, leur permettre de changer d'échelle, d'élargir leur offre et de construire des pôles de mobilité durable et équitable. Ensuite, troisièmement, le faire système de toutes ces initiatives inspirantes implique des alliances, passant par la coopération et de nouvelles gouvernances. Le vieux militant coopératif que je suis a plus entendu vanter les mérites du mot coopération dans les 2 ou 3 dernières années que dans les 30 années précédentes. Tant mieux. Mais la coopération, je vous le dis, ne se décrète pas. Elle se constate. Des écosystèmes reposant sur la coopération plus que sur la compétition font émerger des enjeux nouveaux de posture, d'ego, de pouvoir, mais aussi de répartition de la valeur. Nous devrions travailler la boîte à outils des alliances de l'économie autrement, incluant aux côtés de l'ESS pionnière la place des citoyens, celle de PME responsables, celle d'entreprises à mission qui le souhaitent, et bien sûr celle des collectivités locales. Enfin, ceci me conduit à une 4e et dernière proposition de méthode. Faire surgir cette autre économie implique un investissement sans précédent dans la recherche-développement et l'ingénierie. Je prends quelques exemples récents que je connais. Implanter des panneaux photovoltaïques sur les toits de Paris comme le fait Enercitif. Recycler des équipements de santé tels que les fauteuils roulants comme le fait le groupe Envie. Inventer une foncière et des services pour réimplanter des commerces dans les petites villes comme le fait la SIC Village Vivant. Faire rouler des trains entre Bordeaux et Lyon comme veut le faire Railcoop. Tous ces projets impliquent une importante R&D qu'on finance encore assez mal. Et bravo à la région de mettre en place ce générateur. Je pense que c'est vraiment une bonne direction. Et c'est pourquoi je soutiens les efforts de notre haut-commissaire Christophe Ittier pour obtenir un crédit impôt recherche consacré à l'innovation sociale et écologique. Car nous avons plus que jamais besoin d'innovation de rupture. Tous ces sujets, nous les aborderons certainement au cours de ces 2 jours, puisque Philippe Frémaux a retenu l'idée de mettre cette année une focale sur les territoires dans la transition écologique et solidaire. Le challenge principal des pistes que nous allons explorer, c'est comment faire vite pour répondre à l'urgence climatique, alors que les territoires nous apprennent qu'inventer un nouveau modèle de développement se compte en décennies. Nous devrons donc aussi réfléchir à l'ingénierie politique qu'impliquent les expérimentations de l'économie autrement si l'on veut qu'elle ait un impact à la hauteur des enjeux. Comment les élus des prochaines municipales devront-ils se saisir de nos innovations sans les dénaturer ? Je termine en proposant comme éthique de nos journées une phrase d'Edgar Morin. « Le pire est probable, mais le meilleur reste possible. » Bons travaux, vive l'économie autrement. Merci beaucoup à Hugues Sibylle et son enthousiasme habituel, on l'a encore constaté. Alors, dernier intervenant de cette première partie de plénière, Christophe Ittier, bonjour.
Vous allez être le dernier à prendre la parole. Donc, vous êtes haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale. Vous êtes rattaché au ministère de la Transition écologique et solidaire. Autrement dit, vous êtes le plus haut représentant de l'État dans le domaine qui nous réunit aujourd'hui. On a hâte de vous écouter. Alors, deux questions qui nous viennent à notre avis essentielles. Vous avez porté à l'automne dernier un pacte de croissance de l'économie sociale et solidaire. Alors on a envie de savoir ce qu'il devient, un premier bilan au bout d'un an, et puis ensuite plus généralement, on sait la part grandissante, et vous plus que tout autre, de l'économie sociale et solidaire dans l'économie française. Alors à quelles conditions peut-elle encore augmenter son influence, si c'est possible, et puis transformer plus généralement l'économie dans ses finalités, et même dans ses modes de gouvernance? Est-ce du ressort de l'économie sociale et solidaire? Bien, merci. J'ai 2 heures, c'est ça, pour répondre à ces questions. Bien, mesdames et messieurs les élus de la ville de Dijon, mesdames et messieurs les élus régionaux, cher Denis, mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, selon la formule consacrée, je vais essayer de mettre fin à votre torture protocolaire de manière rapide, puisque il me revient de clore cette séance d'ouverture. Alors, faire un bilan, beaucoup de choses ont déjà été dites sur les qualités, l'ambition, la générosité de cette économie, autrement de cette économie sociale et solidaire, qui a cette double vertu en fait, à la fois d'être dans le concret, dans les territoires, de trouver des solutions très concrètes dans la proximité de nos concitoyens sur des sujets ça a été dit, de mobilité, de circuits courts alimentaires, de prise en charge médico-sociale, etc., d'insertion par l'activité économique, etc. Donc cette économie propose des solutions qui sont à portée des citoyens, et en même temps, elle a cette vertu transformatrice. C'est-à-dire qu'elle porte en elle aussi un projet de société, un projet de développement économique, social et écologique qui ne fait plus le choix de l'économie contre l'écologie et le social, mais qui mène le combat de manière simultanée. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de révéler tout le potentiel de transformation de cette économie, parce que ce que nous vivons ici en France, avec cette crise des Gilets jaunes dont nous fêtons, si je dois dire l'anniversaire, et qui est encore sous-jacente dans notre société, que l'on parle du Chili, où j'étais en Amérique du Sud la semaine dernière, où un État prétendu relativement stable de la région voit une révolte sociale s'exercer très fortement, de manière très virulente, que ce soit en Europe, où nous voyons là aussi que nos démocraties craquent si nous n'arrivons pas non plus à réguler un système économique et ses dérives sociales et écologiques telles qu'on a pu les connaître ces dernières années. Un système, si l'on se contente simplement de réguler ou de compenser les effets de ce système, on voit bien qu'aujourd'hui, non seulement on ne sera pas à la hauteur des enjeux qui sont mondiaux, mais on ne sera pas non plus à la hauteur des attentes des territoires et des citoyens. Et donc tout l'enjeu des politiques que nous devons porter, quand je dis nous, c'est à la fois le gouvernement, mais l'ensemble des parties prenantes de l'économie sociale et solidaire, parce que cette économie, elle a besoin des politiques publiques, qu'elles soient nationales ou locales ou territoriales, mais elle marche sur ses 2 jambes. Et c'est bien parce que ces 2 jambes vont pouvoir avancer de concert que nous allons pouvoir trouver des solutions, à la fois, encore une fois, de manière systémique, mais aussi au plus près des territoires. Et donc, le maître mot, c'est effectivement la coopération, c'est la coalition. Il est fini le temps où l'État, ou les collectivités, ou le pouvoir public pouvaient décider d'une stratégie sans associer les acteurs. Il est fini aussi le temps où ces acteurs ne puissent pas trouver des politiques intelligentes, pragmatiques, qui viennent soutenir leur activité. Donc ça impose à chacun de revoir un peu ses positions dans ce triptyque entre pouvoir public, société civile, citoyens et société civile. C'est ce que nous essayons de faire. Alors, vous avez parlé du pacte de croissance. L'idée de ce pacte de croissance qui était présenté il y a un an de cela, c'est d'énoncer l'ensemble des mesures, ces 70 mesures, qui doivent permettre à la fois aux entreprises de l'économie sociale et solidaire de trouver des leviers dans leur diversité de croissance, de développement, en émergence ou en changement d'échelle,
des dispositifs fiscaux, des dispositifs financiers, des dispositifs relatifs au mécénat, et je sais que c'est un débat aujourd'hui qui est aigu sur ce sujet, et puis par ailleurs aussi des mesures qui doivent permettre à cette économie d'être plus influente, donc de faire en sorte que, effectivement, ce serpent de mer de l'interministérialité qui touche l'ESS, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, et l'ESS étant transversal, d'embarquer l'ensemble des ministères qui, dans cette économie, de faire à la fois d'anticiper les évolutions de leurs propres réformes qui peuvent impacter l'économie sociale et solidaire, et on en a tous des exemples ces dernières années, mais aussi de faire en sorte que les solutions que propose l'économie sociale et solidaire soient réellement intégrées dans les politiques publiques qui sont portées par ces ministères. Donc c'est ce travail difficile qu'il faut faire, et une des mesures notamment de ce pacte de croissance, c'est d'organiser chaque année une réunion autour du Premier ministre avec les ministres, la plupart des ministres qui sont concernés par l'ESS, les principaux ministres concernés, et donc nous l'organiserons dès le premier semestre 2020 pour commencer, au-delà du travail que nous faisons et que mes équipes font pour arrimer l'ensemble des ministères, le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation, de la Santé, de la Justice, du ministère de l'Intérieur, etc., au-delà de ce travail que nous faisons au quotidien, de faire en sorte que politiquement, nous ayons une vision interministérielle renforcée sur ces questions. C'est absolument indispensable. Ça l'est d'autant plus si on pense que cette économie, elle n'est pas une économie marginale, alternative, mais qu'elle est bien le pilier de l'économie de demain. Donc ce pacte de croissance, c'est à la fois libérer un certain nombre de freins au développement des entreprises. C'est ainsi que, notamment, par exemple, on a parlé de finances solidaires, dès 2022, désormais, dans les produits d'assurance vie, qui est un des produits d'épargne préférés des Français, nous aurons des unités de compte solidaires qui seront dédiées justement au financement, au renforcement de la finance solidaire et donc au financement de l'économie sociale et solidaire. C'est aussi, donc je l'ai dit, cette réunion des ministres au niveau de l'organisation du gouvernement, c'est aussi des projets d'accompagnement, et je dois saluer aussi les représentants de l'économie sociale et solidaire, en la personne de Marie-Martine Lips et de Jérôme Sadier pour ESS France, qui sont en train de faire un travail courageux de rapprochement de leurs entités pour faire en sorte que la voix de l'ESS soit davantage portée. Et nous en avons besoin dans le discours, la construction intelligente de nos politiques publiques. Nous avons besoin, nous, représentants de l'État, nous gouvernements, d'avoir aussi des partenaires qui font ce travail de concertation. Et puis il y a un volet aussi européen, international, j'y viendrai juste après, parce que évidemment cette économie, elle ne s'arrête pas aux frontières de la Bourgogne-Franche-Comté, elle ne s'arrête pas aux frontières françaises, elle a une portée internationale extrêmement forte, et elle porte un message aussi d'espoir international extrêmement fort. Donc le pacte de croissance se met en place. Merci Hugues d'avoir souligné que nous avons lancé donc une mission autour du financement, par exemple, de l'innovation sociale. On sait tous que c'est là aussi un des sujets récurrent de notre secteur, comment dans une association, une coopérative, nous finançons la R&D, l'innovation sociale. Aujourd'hui, il y a des crédits d'impôt et des statuts, notamment de jeunes entreprises innovantes, qui sont accessibles aux entreprises technologiques, d'innovation technologique, pardon. En revanche, c'est plus compliqué, ce n'est pas impossible, parce que certaines entreprises de l'ESS parviennent à décrocher ces dispositifs. Par contre, c'est beaucoup trop compliqué, et donc c'est forcément inégalitaire. Et donc l'enjeu, c'est non seulement de rendre accessibles ces dispositifs, mais aussi de réfléchir plus largement à l'écosystème financier qu'il faut mettre en place pour financer l'innovation sociale. La comparaison innovation technologique, innovation sociale a ses limites. Je pense que le modèle économique qui doit soutenir le financement de l'innovation sociale doit être sans doute un peu différent de celui de l'innovation technologique, de fait même par la nature de ces innovations. Donc voilà, 70 mesures que nous portons, que nous co-portons, puisque l'idée sur ces 70 mesures, c'est que nous identifions les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont susceptibles d'enrichir, de porter, de développer ces mesures. Donc c'est un travail au long terme sur l'ensemble du quinquennat. Deuxième enjeu, et quand j'étais venu ici il y a 2 ans maintenant, 2 mois après ma nomination, nous avions lancé le French Impact, donc cette bannière de l'innovation sociale, cet accélérateur de l'innovation sociale que nous avons lancé en janvier 2018. Vous en faire un bilan, encore une fois, si nous avons choisi cette marque, cet anglicisme, et je sais que pour certains, ces sujets d'incompréhension, ou en tout cas de prise de distance, je dois dire que c'est un choix complètement assumé.
Si on croit que cette économie, elle est non pas une économie alternative, non pas une économie réparatrice, mais une économie qui est au cœur du développement économique de ce pays et plus largement au niveau international, eh bien nous avons pris le pas de la French Fab, de la French Tech, qui sont ces filières d'excellence française. Et nous sommes convaincus que l'innovation sociale, l'économie sociale et solidaire est une économie de l'excellence, est aussi un savoir-faire français qui non seulement rend ce pays attractif, mais aussi est susceptible d'exporter ses talents, d'exporter ses savoir-faire, et nous le faisons, nous sommes en train de le faire, notamment avec un certain nombre de pays, je pense notamment au Québec, avec qui nous allons avoir un accord de coopération qui justement vise au développement des entreprises de l'ESS au-delà de nos frontières. Donc le French Impact, le bilan à maintenant un an et demi du lancement, c'est d'abord 22 entreprises pionnières qui sont quelque part les démonstrateurs de ce que nous voulons faire avec le French Impact, c'est-à-dire faire en sorte que les innovations locales deviennent des solutions nationales. Mieux financer le local pour faire en sorte que demain, ces innovations locales transforment le pays. Je salue le président d'Envie, Monsieur Raillard, qui nous fait l'amitié d'être ici et qui en est un des exemples, puisque Envie Autonomie, cette fédération de coopératives, a été labellisée pionnier French Impact, et que non seulement nous avons accompagné, alors Envie Autonomie, tout le monde, je pense que dans la salle, tout le monde sait de quoi il s'agit, c'est un dispositif innovant qui vise à développer le recyclage des dispositifs médicaux, fauteuils roulants, lits médicalisés. Évidemment, c'est un modèle pour le coup vertueux sur le plan écologique, sur le plan social, puisque ça permet à des personnes d'avoir accès à un équipement auquel ils n'avaient pas le droit en raison du coût économique. Et puis, c'est doublement social, puisque cette coopérative emploie des salariés en insertion pour les former à ces nouveaux métiers. Et enfin, c'est sur le plan économique un potentiel de gain très fort, d'économie très forte pour la sécurité sociale, puisque le matériel étant 2 fois moins cher, c'est je crois 7 milliards d'économies potentielles pour la sécurité sociale. Pourquoi je suis un peu long sur peut-être un peu long en général, mais un peu long sur cet exemple, simplement parce qu'il est symbolique de ce que nous essayons de faire et de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Quand on dit que cette économie, elle doit devenir la norme, eh bien nous sommes en train de faire en sorte que ce dispositif innovant, qui a été imaginé par une entreprise de l'ESS, devienne la norme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'accompagner financièrement, évidemment, mais la vraie clé de son changement d'échelle, c'est le changement de la règle, de la norme et de la loi. Il faut bien prendre conscience que tout le système dans lequel nous sommes construits, tout le système fiscal, légal, est construit sur l'économie du neuf. Aujourd'hui, c'est l'enjeu d'ailleurs de la loi sur l'économie circulaire, c'est de faire en sorte que nous basculions dans cet écosystème réglementaire et fiscal pour faire en sorte que nous privilégions les solutions de réemploi ou de recyclage du matériel. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, puisqu'un article du projet de loi des finances de la sécurité sociale, qui a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, vise à ouvrir au remboursement de la sécurité sociale ce matériel neuf qui aujourd'hui ne fait pas l'objet de remboursement, et donc c'est une barrière absolument absolue au développement de cette filière. Donc si nous allons jusqu'au bout, et je fais confiance au Parlement pour aller jusqu'au bout de cette démarche, ça veut dire que non seulement Envie va pouvoir déployer son dispositif de manière beaucoup plus forte grâce à ce soutien réglementaire, mais qu'en plus nous allons créer une filière de réemploi du matériel médical, et donc nous allons changer le système. Et donc cette initiative, cet esprit que nous essayons de développer avec French Impact, c'est d'identifier quelque part ces chevaux de Troie. Si nous posons la question de l'économie circulaire et du recyclage des dispositifs médicaux de manière conceptuelle, je vous mets au défi de réunir les acteurs autour du ministre de la Santé sur ce sujet. Tous vont vous dire, et ils l'ont dit à Envie, c'est pas possible, sur le plan des normes, sur le plan d'hygiène, etc. Le faire en partant du terrain, en démontrant par le langage de la preuve, parce qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire a réussi à le faire, c'est le cheval de Troie qui nous a permis de convaincre l'ensemble du ministère de la Santé, qui parrainait ce dispositif, qu'il fallait faire évoluer la loi. Donc c'est la philosophie du French Impact. Alors c'est à la fois donc
un dispositif qui vise à mettre l'administration et la loi au service de ceux qui innovent. Donc je pourrais vous détailler les dispositifs que nous avons mis en place avec des guichets dédiés France Expérimentation qui doivent vous permettre à vous, innovateurs sociaux, sur une période de 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 9 ans, de déroger à la règle et à la loi dans un cadre précis, évidemment, pour développer vos dispositifs nouveaux, innovants. Mais c'est aussi, l'argent ne fait pas le bonheur, mais dans l'ESS aussi, il y contribue, c'est aussi des moyens financiers. Vous le savez, l'ambition du French Impact, c'est de mobiliser 1 milliard d'euros sur l'ensemble du quinquennat au service de ce dispositif. Nous en sommes aujourd'hui à 600 millions d'euros, 200 millions de fonds publics qui sont notamment cofinancés avec la Caisse des dépôts dans une convention de 3 ans, mais aussi avec la BPI, et je fais un clin d'œil au Conseil régional sur le FISO, pour que nous puissions, mon cher Denis, développer le fonds d'innovation sociale sur la région Bourgogne-Franche-Comté, puisque ce dispositif vise dans un cofinancement État-région, à soutenir les entreprises en phase d'amorçage. Et puis nous avons annoncé, il y a de ça maintenant 2 mois, pour 400 millions d'euros de fonds d'investissement, donc des investisseurs privés qui croient en cette économie, qui ont conscience qu'il faut faire aussi pivoter le monde de la finance. Donc c'est 400 millions d'euros, 15 fonds. Il y en a 2 autres vont être bientôt labellisés, donc 15 fonds French Impact qui visent à financer vos entreprises de l'économie sociale et solidaire, quel que soit leur statut et quelle que soit également leur phase de développement. Du pré-amorçage et de l'amorçage, là où c'est compliqué, où il faut du temps. Ce n'est pas forcément des grands montants, mais par contre, pour un investisseur, c'est un risque absolument important parce que ça prend du temps de développer une entreprise de l'économie sociale et solidaire dans les premières années. Et donc, il y a à la fois des fonds d'amorçage, mais aussi des fonds qui visent au changement d'échelle pour les entreprises plus matures de l'économie sociale et solidaire. Le pacte de croissance, French Impact, et je voudrais juste terminer sur la question internationale et européenne, parce que même si on parle beaucoup de territoires ici à Dijon, et c'est normal, et d'ailleurs je voudrais dire que dans French Impact il y a une dimension aussi territoriale extrêmement importante, puisque nous avons 20 premiers territoires qui ont été labellisés French Impact, qui visent à accompagner les écosystèmes, et que Lons-le-Saunier a été labellisé il y a de ça aussi quelques mois. Donc le pacte de croissance, French Impact, et donc la dimension internationale, parce qu'encore une fois, les enjeux qui sont les nôtres sont évidemment les enjeux évidemment dans la proximité, évidemment au niveau national, mais aussi au niveau européen. Et nous étions à Strasbourg, et Hugues était présent d'ailleurs, Strasbourg qui était la capitale européenne de l'économie sociale et solidaire en 2019 au nom de la France et pour l'Europe. Nous avons travaillé à une déclaration de Strasbourg 2, puisqu'il y avait déjà eu une première déclaration, que nous avons remis à Nicolas Schmitt, qui sera un des 2 commissaires européens en charge de l'économie sociale et solidaire, avec Thierry Breton. Donc nous aurons 2 commissaires. Je sais que nous aurions souhaité avoir un commissaire avec le portefeuille dédié, mais vous avez compris que l'Europe est un sujet un peu complexe. Mais donc nous aurons 2 porte-voix pour l'économie sociale et solidaire, et je sais que Nicolas Schmitt, que vous connaissez sans doute tous, est un militant très ancien de cette économie, et donc sera évidemment convaincant. Mais nous avons remis cette feuille de route au commissaire européen. Nous allons aussi militer pour qu'un intergroupe puisse naître sur l'ESS au Parlement européen, parce que je pense que nous avons une fenêtre de tir peut-être historique au niveau de l'Europe. Cette Europe va mal, elle hésite, elle chancelle, et l'économie sociale et solidaire, parce qu'elle réunit encore une fois le citoyen et le changement systémique, doit être un des éléments fondamentaux de la refondation du projet européen, pour retisser le lien avec le citoyen, et à la fois pour porter des politiques européennes sur le climat, sur le social, qui soient à la hauteur des enjeux. Et cet enjeu, il est aussi mondial. C'est pour ça que la France a pris l'initiative de lancer Pact for Impact, une alliance mondiale pour l'économie sociale et inclusive, pour faire en sorte qu'au plus haut niveau international, donc au niveau de l'ONU, nous puissions porter dans les années qui viennent, peut-être 2020, au plus tard 2021, une résolution auprès des Nations Unies pour faire en sorte que cette économie crève ce fameux plafond de verre que tu citais, cher Hugues, soit portée au plus haut niveau international sur le plan politique, que désormais pas un seul G7, G20, pas une seule COP, pas une seule Assemblée générale de l'ONU ne se passe sans que cette économie soit au cœur de l'agenda. Ce n'est pas uniquement un plaidoyer politique, c'est aussi comment nous travaillons ensemble avec les États qui y croient, avec l'ensemble des acteurs, les acteurs de l'ESS, les entreprises classiques, qui veulent avoir un impact,
mais aussi les investisseurs, les collectivités, comment nous réunissons l'ensemble des réseaux dans une seule alliance pour porter au plus haut niveau, encore une fois, ce plaidoyer, mais aussi trouver des solutions dans les territoires. À l'occasion de la création de cette alliance, j'ai parcouru avec une empreinte carbone, je dois dire, assez mauvaise, la planète pour embarquer des pays, pour embarquer des réseaux. Et partout dans le monde, les questions sont les mêmes. La mobilité, les questions de circuit court, la question énergétique, climatique. Vous avez peut-être vu un article dans Libération aujourd'hui sur la pollution à New Delhi. J'étais à New Delhi au mois de mai. Quand vous atterrissez à New Delhi, que vous êtes dans l'avion, qu'on est à 2400 mètres d'altitude, il est 23 heures, et que votre avion indique qu'il fait 24 degrés, vous dites qu'il y a un problème. Et quand vous atterrissez, que vous ne voyez même pas la piste d'atterrissage, qu'il fait 50 degrés, que les enfants sont interdits de sortir dans les cours d'école par moment parce qu'il y a trop de pollution, ou de sortir simplement en marchant parce qu'il y a trop de pollution, qu'aujourd'hui le marché qui explose en Inde, c'est le marché des purificateurs d'air. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, seuls les nantis peuvent avoir un environnement intérieur à peu près correct. Vous voyez que le changement climatique, c'est pas, et le réchauffement climatique et les dérives de l'environnement, c'est pas juste une vue de l'esprit, pour ceux qui le contesteraient encore, mais ça s'ancre dans le réel et ça s'ancre dans la chair des enfants d'Inde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'expatriés qui viennent en Inde avec des enfants en bas âge, tellement les conditions climatiques et les conditions de pollution sont absolument désastreuses pour la santé des plus petits. Donc c'est ces enjeux-là que nous devons adresser. Nous devons les adresser en France, en Europe et dans le monde. Et je pense que même si on peut parfois, quand j'entends les collapsologues, être pessimiste et se dire que finalement peut-être il est déjà trop tard, je pense qu'au contraire nous avons une fenêtre de tir absolument historique pour l'économie sociale et solidaire, pour ces entreprises aussi dans une vision ouverte au-delà des rivages, pour reprendre l'expression d'Hugues, qui accueillent aussi et qui collaborent avec des entreprises qui prennent des décisions courageuses, qui ne sont pas des entreprises ESS. Je pense à la Camif, on parle du Black Friday, que la Camif ferme et refuse de vendre à des clients la semaine du Black Friday. Je trouve que c'est absolument une décision historique et qu'il convient de saluer. Et que nous devons accueillir ces entreprises, non pas en se disant qu'elles viennent dévoyer ou dissoudre l'ESS dans un grand tout qui n'aurait pas de sens, mais au contraire d'être extrêmement offensif sur les valeurs et extrêmement offensif aussi sur l'authenticité et l'efficacité de ce que vous portez au quotidien dans vos territoires, qui peut aider ces entreprises à faire pivoter leur modèle, parce que nous ne le ferons pas uniquement avec l'économie sociale et solidaire, il faut absolument que l'économie sociale et solidaire soit motrice d'un changement de système de notre économie et donc des entreprises de ce pays. C'est pourquoi je crois que, d'ailleurs vous avez un débat sur les entreprises engagées. Évidemment, il y a du social washing, évidemment il y a du greenwashing. Ceci dit, moi, comme je suis un optimiste, même une entreprise qui fait du social washing ou du greenwashing, c'est qu'elle a compris qu'elle ne pouvait plus ne rien en dire. Et donc, à charge à nous, citoyens, salariés, consommateurs, acteurs de l'ESS, parties prenantes, fournisseurs, de challenger ce social washing pour en faire une authenticité. Aujourd'hui, ce mouvement est un mouvement de fond. Aux États-Unis, une entreprise qui s'appelle Wayfair avait fait tout un travail sur des valeurs de l'entreprise, notamment sociales. Et il se trouve que les salariés se sont mis en grève parce que cette entreprise avait contracté avec l'État, alors fédéral ou national, je ne sais plus, mais en tout cas avait contracté avec l'État américain une offre de literie. Cette entreprise fait de la literie pour un camp de réfugiés aux États-Unis. Les salariés se sont mis en grève en disant il n'est pas question, compte tenu des valeurs que nous souhaitons porter dans cette entreprise, que nous honorions ce contrat, et donc il faut que l'entreprise dénonce ce contrat. Donc ces mouvements de fond sont à l'œuvre. À nous, non pas de se dire mais finalement venez à nous quand vous serez pleinement vertueux. À nous, acteurs de l'ESS, de leur tendre la main, de faire en sorte qu'ils soient plus authentiques et encore plus performants dans ce pivot, qui est un pivot difficile. C'est difficile pour les citoyens. Nous-mêmes, nous sommes pleins de contradictions. Nous pensons à un monde meilleur, à un monde écologiquement plus stable, plus vertueux, un monde socialement plus juste. Mais nous sommes, mais comme je n'écris pas mes discours, je ne sais pas trop si je suis au début ou à la fin. Mais nous sommes nous-mêmes perclus de contradictions, les entreprises aussi. Tout ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc il faut être à la fois extrêmement ambitieux sur les objectifs, mais en même temps humble et pragmatique sur le chemin à parcourir, parce qu'il va être compliqué.
La pièce aujourd'hui est sur la tranche. À nous de savoir de quel côté elle va retomber pour que non seulement nous soyons à la hauteur des défis écologiques et sociaux de la planète et de nos territoires, mais que nous soyons aussi au rendez-vous des défis politiques et démocratiques de nos territoires et de la planète. Je vous remercie.